Merci de nous accompagner depuis ce matin 9h30 dans ces 7e assises nationales des énergies marines renouvelables. Derrière regard croisé et non des moindres, je suis heureux d'accueillir sur ce plateau Marc Lafosse, président de la commission des énergies marines renouvelables du syndicat Le CER, les énergies renouvelables justement. Et puis à distance, Rémi Gruet, le directeur général Ocean Energy Europe. Ça vous va ou je le prononce à la française, Rémi ? Ah mais comme vous voulez, tout va bien. Bon, on va parler d'au-delà de cette question de l'éolien en mer, de quelles perspectives pour les EMR en France et en Europe. Alors j'aimerais qu'on commence peut-être par l'Europe. On a beaucoup parlé forcément des éoliennes offshore en mer, on a parlé aussi un peu de l'avenir de l'hydrolien, on a parlé aussi du rouleau moteur, et puis peut-être aussi on aurait plutôt parlé du marémotrice, de ces usines. Je pense à celle en Bretagne, vers Dinard, je crois, il y en a une. Pour vous, Rémi, quelles sont les perspectives européennes en matière d'énergie marine renouvelable ? Bonjour Eric, bonjour Marc, bonjour tout le monde. Très content d'être avec vous, même si de loin. Écoutez, en fait, les perspectives sont très intéressantes et peut-être commencer par une étude qu'on vient de lancer ce matin, et c'est pour la raison pour laquelle je n'étais pas avec vous sur le plateau. C'est qu'on a lancé un événement avec la Commission européenne sur un pipeline de projets dans le rouleau moteur et l'hydrolien sur l'Europe qui se monte à 163 MW de projets en planification à l'horizon 2025, c'est-à-dire demain. Donc ça, c'est des projets que nous sommes allés chercher dans l'industrie, c'est des projets qui sont soit déjà dans le processus de permis et de finalisation financière, ou alors au tout début, entre le début et la fin de ce processus-là. Donc c'est des projets qui sont de vrais projets et pour lesquels on a effectivement recensé 163 MW actuels, et dont une 43 à peu près pour la France. Donc les perspectives sont très bonnes. Après, politiquement, je suppose qu'on en parlera peut-être un peu tout à l'heure, la stratégie européenne des énergies marines renouvelables est un document et une stratégie qui est absolument fondamentale au niveau européen pour l'avenir de la filière. Alors un point peut-être, Marc, tout de suite sur la France, sur l'évolution des EMR. Quelle place pour les réalisations nationales dans une stratégie plus globale? Comment est-ce que vous voyez les choses au syndicat des énergies renouvelables? Rémi vient de le dire, on doit prendre notre place dans ces 100 MW, il a même annoncé un peu plus, 163 à l'horizon 2025. Alors on est déjà sur 100, ça serait déjà extraordinaire. On a plutôt un réflexe en France reptilien de dire on fera pas moins que les Anglais. Donc je crois que dans l'hydrolien notamment, il faudra suivre. Gaël Dixon tout à l'heure nous a mis la pression. Exactement. Donc je crois qu'on a la chance d'avoir en France un potentiel intéressant pour l'hydrolien et d'avoir réussi aussi le transfert des démonstrateurs qui sont sur nos sites d'essai pour qu'ils soient au rendez-vous de ferme pilote à l'horizon 2025. C'est le cas notamment dans le Raz Blanchard, qui est quand même Là on parle d'hydrolien. Pour de l'hydrolien, où on a la chance d'avoir une ferme pilote de 17,5 MW en préparation avec Air et HydroQuest. Également la joint venture entre CIMEC Atlantis, une entreprise anglaise, et l'agence économique de la région Normandie qui prévoit d'y mettre 12 MW là aussi dans l'hydrolien. On a une ressource intéressante du côté du Fromveur en Bretagne, du côté du Ouessant, avec Sabella et Akuo qui prévoit là aussi 2 MW. Et puis le golfe du Morbihan qui a lui aussi un potentiel extrêmement intéressant avec à peu près 2 MW dans les prochaines années. Mais Marc, juste sur l'hydrolien, est-ce qu'aujourd'hui la technologie est mature? On parle d'une technologie horizontale, d'une technologie verticale. Bon, déjà, les spécialistes ne sont pas d'accord. Et puis, le coût de production de l'électricité, à ce stade, est bien supérieur. Pourquoi est-ce que l'État irait subventionner, finalement, des projets qui fournissent de l'énergie plus chère que sur l'éolien offshore, par exemple? Alors, aujourd'hui, cette filière a de plus en plus de maturité. Elle a réussi, ce que je disais à l'instant, de sortir de ces sites d'essai. C'est en train d'être le cas. HydroQuest est en train d'être déconnecté du site de Paimpol-Bréhat. Ces tests, avec une seule machine, ont permis d'acquérir de la maturité, de l'expérience. Et aujourd'hui, on voit qu'avec une planification, comme vient de le dire M. Gruet, avec le soutien de la Commission européenne, si on arrive à avoir 100 MW en 2025 et 1 gigawatt à l'horizon 2030, les coûts de cette énergie sont sur une très très bonne trajectoire. Tout comme l'était l'éolien il y a quelques années. Donc ils ne seront pas moins compétitifs que l'éolien offshore.
Si on arrive à avoir 1 gigawatt, on sera entre 50 € du mégawattheure produit et 100 € du mégawattheure produit à l'horizon. Sur l'hydrolien. Sur l'hydrolien. Alors que là, on est plutôt sur 180, 200. On est plutôt sur ces prévisions-là, et l'étape entre les deux, c'est la ferme pilote, c'est 2025. Si on arrive à être, en 2025, au rendez-vous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, 21, 22, on soit capable de financer ces fermes pilotes, et d'être à la revoyure de la PPE en France, pour montrer patte blanche. La PPE, elle a dit quoi sur l'hydrolien, sur le moteur ? Montrez-nous que cette filière est mature, montrez-nous, comme votre réflexe, qu'on pourra être compétitif sur un mix renouvelable. Ce sont les arguments de Laurent Michel, en réalité, à la Direction générale de l'énergie et du climat. C'est est-ce que la technologie est mature ? Et prouvez-nous, on ne va pas subventionner des trucs qui vont coûter plus cher au final. Exactement. Donc cette trajectoire, on est dessus. Si on arrive à tenir nos délais et surtout nos prévisions d'installation de 2 fermes pilotes au Raz-Blanchard, et puis derrière de pouvoir convaincre à la revoyure de la PPE qu'on sera capable de faire 2 fermes commerciales de 250 MW entre 2028 et 2030, la trajectoire de cette filière sera sur de bons rails. Et c'est pareil derrière avec les confrères du holomoteur qui suivent dans la même trajectoire avec des technologies. En France, on aura en 2025 un projet d'1 mégawatt sur une digue en baie de Vierne. Il a été soutenu par l'ADEME il y a quelques jours. On aura aussi, dans le sud Pays Basque, une zone qui a été dérisquée et qui est en train d'être dérisquée pour développer du holomoteur au large de Biarritz. Parce que Rémi Gruet, pour tenir les objectifs européens dont on a parlé au début de cette émission, il faut additionner l'énergie renouvelable produite par l'éolien offshore à celle du holomoteur jusqu'à l'hydrolien. C'est incontournable. Oui, tout à fait. Bon, en fait, la stratégie propose 3 objectifs spécifiques pour ce qu'ils appellent les énergies marines au niveau européen, c'est-à-dire tout ce qui est offshore, sauf éolien, que ce soit flottant ou pas flottant. Du moment que c'est de l'éolien, c'est pas inclus. Donc à 2025, on a cet objectif de 100 MW, à 2030, 1 giga, et à 2050, 40 gigas, sachant que la filière, elle, a déjà annoncé que si les conditions étaient réunies, on pourrait facilement monter à 100 gigas à 2050. Donc, pour tenir ces engagements-là, effectivement, il y a une nécessité d'engagement. Il faut être clair, on ne fait pas des investissements dans des infrastructures sans avoir de soutien à la base. Et c'est là où la Commission européenne a directement mis la main à la pâte, j'ai envie de dire. Ça fait longtemps que l'Europe est beaucoup plus ambitieuse que les États membres sur les énergies marines renouvelables. On a des financements à coût de dizaines de millions de l'Europe qui sont là. Et la stratégie met en place un outil de discussion avec les États membres et dit très clairement que la Commission européenne veut orienter les programmes de financement européens vers les énergies marines renouvelables. Encore une fois, pour l'instant, j'exclus l'éolien parce que c'est très spécifique à l'hydrolien et au holomoteur, cette clause-là, et donc orienter ces programmes de financement pour que les États membres puissent développer des fermes pilotes et des fermes précommerciales. Mais Rémi Gruet, justement, les projets là, que vous identifiez, que vous mettez sur la table, on met l'éolien offshore pour terminer ces 7e assises nationales des EMR, on parle d'holomoteur et d'hydrolien. Il y a des plans de financement, il faut financer ces projets entre emprunts, fonds propres, subventions. Est-ce que vous avez une équation jusqu'à combien on peut financer tout ça lorsqu'on veut créer un projet d'hydrolien ? Oui, il y a des équations. Enfin, les équations, c'est des équations financières classiques avec lesquelles, il me semble, vous êtes très familier. Donc, c'est tout simplement une mise en commun d'un côté de la subvention directe pour les fermes pilotes, ça reste tout à fait nécessaire. Vous rajoutez en général des capitaux propres qui sont mis par le secteur privé. Il faut savoir que la Commission européenne a fait une étude montrant que la plupart des parcs jusqu'à présent, en moyenne, ont été financés par des capitaux privés à 75%. Ça marche quand on fait du prototype. Sur de la ferme pilote, qui commence à coûter dans les dizaines de millions d'euros jusqu'à la centaine, ça commence à devenir difficile. Donc après, on fait appel à de la dette. Pour avoir accès à de la dette, il faut avoir une visibilité sur la technologie. Et c'est cette équation-là qu'on est en train d'essayer de réussir. Et il manque un élément, parce que l'élément capitaux propres, dette et subventions directes, il existe déjà au niveau européen, il existe parfois au niveau régional. L'élément principal qui manque, c'est le soutien aux revenus. Giles Dickson en parlait tout à l'heure quand il parlait du CFD anglais, qui est une subvention, qui est un tarif de rachat un petit peu plus intelligent, on va dire. Mais en gros, le tarif de rachat donne une visibilité aux investisseurs, que ce soit des banques, parce que nous, on a parlé avec plein de banques, ils sont tous très intéressés par le secteur, mais
tant qu'il n'y a pas de tarif de rachat, il n'y a pas de visibilité directe. J'ai envie de répondre à votre première question en disant à l'État français, regardez ce qu'a fait le Danemark. Le Danemark a fait un investissement dans son secteur éolien et aujourd'hui, il récupère. Alors, on vous a perdu, Rémi Gruet, mais Marc Lafosse, on a parlé de projets, de financement de projets. Quels sont, d'après vous, les soutiens nécessaires, mais à l'échelle française? Vous partagez le point de vue de Rémi? Je le partage pleinement et on s'y mobilise depuis de nombreuses années au CER et ailleurs pour que ce soit efficace. D'abord, en France, on a la chance d'avoir notamment l'ADEME qui permet, avec différents guichets, de financer des investissements en CAPEX sur ce type de ferme pilote. Et il s'est clôturé, il n'y a pas encore très longtemps, un guichet qui répond parfaitement à ces questions. Et ensuite, on a aussi la chance d'avoir, dans la loi énergie-climat, un contrat expérimental qui, pour un lauréat d'un appel à projet national, peut avoir un complément de rémunération pour arriver en OPEX à contenir le modèle économique de ces fermes. Donc je dirais que le dispositif européen dont vient de parler Rémi Gruet et le dispositif français sont tout à fait complémentaires dans ce type-là de financement. Et je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus qu'à. Ça s'ouvre en ce moment. Il y a quelques projets de ferme pilote qui sont en train de mobiliser ces dispositifs pour ce complément de rémunération qui sera certainement dans les valeurs que vous donniez tout à l'heure. Rémi Gruet, on peut faire financer de l'hydrolien français, sur le Raz Blanchard à Bruxelles? C'est possible? Ah oui, c'est très possible. On avait même fait des calculs avec le CER qui montraient que grâce au financement européen, vous pouviez baisser en gros le coût pour l'État français de 20 à 30% quasiment, selon, évidemment, ça dépend des conditions et de combien vous mettez d'argent européen sur la table par rapport à et ça fait rentrer le mégawattheure hydrolien dans les fourches codines de l'éolien offshore? Alors non, dans l'éolien offshore posé aujourd'hui, non. Mais j'ai envie de vous dire, vous n'allez pas faire rentrer une technologie innovante dans sa première ferme pilote dans les coûts d'une technologie qui a 15 gigawatts, enfin 25 maintenant à l'état mondial, 25 gigawatts dans l'eau. Faut pas non plus, faut comparer ce qui est comparable. Par contre, ce sera dans le même acabit que l'éolien flottant actuel. Dans les fermes pilotes. Marc Lafosse, sur l'hydrolien, quand on parle, par exemple, je pense à ça parce que c'est sans doute le plus symbolique en France, du Raz Blanchard, on se dit là, il y aura peut-être moins de soucis avec les pêcheurs, parce que dans des courants aussi violents, on ne pêche pas par définition. Il y a une excellente acceptabilité pour cette énergie qui n'est pas visible de l'extérieur, où les pêcheurs, en effet, n'ont pas trop l'habitude pour certaines pêches d'y venir. Je crois qu'il y a eu des statistiques très intéressantes sur les 4 projets français d'hydrolien qui sont passés par un débat public. Les 4 ont eu à l'unanimité une acceptation totale. Donc ça, c'est quand même un avantage et un gage d'accélération qui nous permettra. Mais on a eu une actualité un peu forte, pardonnez-moi, peut-être vous aurez un mot tous les deux. On a vu un très grand groupe, je pense à Naval Group, abandonner la filière, je crois, de l'hydrolien en vendant sa filiale. Est-ce que ça, Rémi, Marc, ça n'a pas été un signal un peu négatif de donner au développement de l'hydrolien? La question fait sourire, mais elle est intéressante. Oui, tout à fait. Marc, je vais peut-être éviter. Naval Group était le président de notre association à l'époque et il a quitté le secteur en faisant grand bruit. Mais aujourd'hui, dans le secteur, personne n'était étonné. Le secteur savait que Naval Group avait investi sur la mauvaise technologie. Et aujourd'hui, on voit que cette technologie n'est reprise par aucune autre personne dans l'hydrolien. Donc, je pense qu'on est sur une technologie innovante. Vous parliez d'horizontale, d'axe ou de vertical, oui, c'est ça, oui. Je ne suis pas un spécialiste, j'ai écouté les spécialistes. C'est super, c'est tout à votre honneur. Mais en gros, à l'époque, il y avait encore cet espoir qu'on développerait encore la technologie que Naval voulait développer. Ils ont banqué sur le mauvais cheval, c'est tout. Et voilà, il se trouve que tous les autres font de l'horizontal ou du vertical. Ouais, ils ont voulu faire tourner un donut au fond de l'eau. Non, je voulais aussi vous dire que pendant cette période où certains grands groupes se sont retirés, il y en a qui sont revenus également. Oui, comme par General Electric est revenu dans GE est revenu. GE est revenu dans le capital de Sabella en apportant des brevets extrêmement intéressants et qui sont en train d'être complètement assimilés. Les chantiers navals de Cherbourg aussi. Oui, CMN est derrière, est toujours au capital d'HydroQuest, avec une dimension peut-être un peu intermédiaire. Peut-être que les grands chantiers navals comme Naval Energy n'étaient pas dimensionnés vis-à-vis de cette filière, qui n'a pas non plus un marché aussi important que mais qui présente parfois moins d'inconvénients
vous l'avez souligné, les pêcheurs, ils ne sont pas trop dans ces courants très forts, c'est pas visible de l'extérieur. C'est prédictible. Et voilà, et c'est prédictible. Donc peut-être, Rémi, que ça a aussi ce type de MR de l'avenir, hein. Oui, moi j'ai 2 bonnes nouvelles pour les pêcheurs. La première, c'est qu'on prend beaucoup moins de place. Sur 1 km², vous pouvez mettre 22 machines dans la longueur et 8 rangées dans la largeur. Ça fait 176 machines, si mes calculs sont bons. C'est énorme. En termes de mégawatts, c'est très significatif. Mais il faudra quand même, Rémi, comme le disait Gérard Romiti tout à l'heure à propos d'RTE, avec cette métaphore qui va rester, que RTE développe son paquet de spaghettis pour ramener l'électricité à terre. Mais je pense que RTE a déjà donné la réponse à Bernard avec le collier de perles. C'est-à-dire que Gérard. le paquet de spaghettis au début est devenu un collier de perles, c'est tout. Je pense que la métaphore est en fait parfaite. Voilà, merci beaucoup Rémi Gruet, merci beaucoup Marc Lafosse d'avoir participé à ce regard croisé. Merci à l'ensemble évidemment des partenaires qui ont permis la tenue à distance de ces 7e assises nationales des énergies marines renouvelables. Merci à Saint-Nazaire Agglo-La-Carène, dont Saint-Nazaire nous avons accueilli le maire en début d'émission. Merci à EDF Renouvelable, à GE dont on parlait encore à l'instant, à Siemens Gamesa également, dont son représentant a participé à nos débats. Et puis vous retrouverez l'ensemble, dans quelques jours, il faut le temps de mettre tout ça en ligne, de ces assises nationales sur le site assises au pluriel-national au pluriel-emr.fr. Vous allez retrouver tout ça assez facilement. Et puis pour ceux que ça intéresse aussi de continuer à débattre autour de ces questions fondamentales lorsqu'on parle de transition écologique, rendez-vous au grand salon Synergie des EMR qui va se tenir à Nantes et à Saint-Nazaire. Je crois qu'il y aura aussi des points à Saint-Nazaire. Et le tout en présentiel, oui, ça fera du bien, les 21 au 24 septembre prochain. Merci beaucoup de votre attention. C'était en tout cas passionnant pour moi et à très bientôt. Merci, au revoir. Merci à vous.